c'est bien vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Et bien le bonjour mes amis otaku, et bienvenue dans Rétro Manga. Et je suis sûr que ce petit refrain va vous rappeler de doux souvenirs. Et pour les plus jeunes d'entre vous, vous pouvez aller chercher votre papa. Je suis sûr que lui aussi, il va se mettre à chanter et à gigoter comme un enfant de 4 ans. Bien, rentrons dans le vif du sujet. C'est l'iconique Go Nagai qui a l'honneur aujourd'hui dans cette vidéo. Le tout premier mangaka à avoir conquis l'Europe et l'Occident. Alors sans plus attendre, on va se plonger dans le parcours de ce véritable génie qui était un petit peu foufou et surtout très têtu sur les bords. Allez, on est parti, rétrospective. Go Nagai est né le 6 septembre 1945 à Wajima, dans la préfecture d'Ishikawa. Un mois après qu'une certaine bombe a fait des ravages sur Hiroshima. Il n'a pas demandé à venir au monde avec ce timing dramatique, mais disons que ça laisse des traces inconscientes, bien sûr. Dès tout petit, il rêve de bestioles poilues, griffues et démoniaques. Genre, il avait déjà dans la tête un univers aussi loufoque que les nouvelles de Lovecraft à l'âge de 4 ans. Go est le 4e fils de la famille Nagai, et son grand frère, Baku, qui est l'aîné, lui lit Lost World de Tezuka. Et là, boum, c'est la révélation. Son cerveau devient un cinéma permanent. Même à l'école, il est ailleurs. Résultat, il snob un peu les copains et préfère dessiner des nanas badass très peu vêtues. Surtout ce qui est du papier blanc. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Comme les cahiers de cours de ses frères. Et sa famille n'arrête pas de le gronder. Go, arrête de gribouiller sur mes devoirs. Mais lui, il était du genre à répondre trop tard, hein, c'est déjà devenu une œuvre d'art, hein. Ce fut sa première parodie célèbre du roi des kaiju Godzilla, qu'il baptisa Enoshima Dodzilla. Un peu avant son adolescence, sa famille déménage à Tokyo. Et alors là, c'est le festival. Cinéma gogo pour notre cher Go. Il enchaînera 150 films par an. Son record personnel, d'après ce qu'il a dit. Et il continuera de rêvasser. Il allait lire souvent des romans de SF en cachette dans une librairie. D'ailleurs, le libraire le fusille souvent du regard. Et ses émissions favorites sont des feuilletons intergalactifs. Bref, Go devient officiellement un otaku avant même que le mot n'existe. Malheureusement pour Go Nagai, son père va décéder pendant son adolescence. Go se referme sur lui et devient très froid, stoïque, voire introverti, et s'isole dans son mutisme pendant un long moment. Puis, son second frère le sort de sa bulle à grands coups de patience. À l'école, il est capable d'être le premier de la classe. Seulement quand il veut bien ouvrir un livre qui n'est pas un manga, sa mère est désespérée. Les profs aussi, car il a un potentiel, mais passe son temps à être distrait et dans la lune. La priorité de Go est de perfectionner ses histoires de monstres et de robots et rien d'autre. À ses 16 ans, il se jure solennellement « Cette année, je me fais des potes et je bosse ». Résultat, il se fait des potes et tente de placer ses dessins chez Shogakukan. Et c'est un lamentable échec. Sa mère alors panique et lui fait des remontrances. « Mon fils, trouve-toi un vrai métier !» Mais Go, lui, ne l'entend pas de cette oreille.
Non, non, je serai mangaka et je serai célèbre. Et il rate tous les concours d'entrée à l'université. Bravo l'assiduité. Mais il envoie sa candidature et plusieurs planches à des maisons d'édition. Alors là, sa mère est totalement agacée. Ce petit jeu la rend folle et elle décide d'appeler les maisons d'édition auxquelles il a postulé pour recaler son fils et qu'il se concentre sur ses cours de rattrapage pour obtenir ses diplômes. Et le résultat fut... Je vous laisse deviner. Que Go abandonne les cours de rattrapage pour continuer à dessiner. Je vous l'avais dit qu'il était sacrément têtu. Et pour couronner le tout, Go se chope une colite ulcéreuse qui fait flipper tous ses proches. Et c'est là qu'il se dit « Ok, si je dois crever, alors autant crever en faisant des mangas. » Une motivation 100% Go Nagai que vous allez voir, ça va être sa marque de fabrique. En convalescence, il pond Kuro no Shishi, un samouraï indestructible venu du futur. 19 ans avant Terminator. Eh ouais, James Cameron, j'étais à l'œil. À 20 ans, on le repère et il devient assistant chez Shotaro Ishinomori, l'auteur de Cyborg 009 ou encore le célèbre Kamen Rider. Alors là, tenez-vous bien, vous voulez connaître son rythme de travail ? 20 heures de dessin par jour, pas de week-end, encore moins des vacances, oubliez même d'aller aux toilettes. En 3 mois, tous les autres assistants ont fui, mais Go reste. Il maigrit à vue d'œil et se reconnaît à peine dans la glace. Il finit par imposer 1 jour de repos par semaine pour créer ses propres gags. Ouais, même pas pour se reposer, juste pour créer des gags. 2 ans plus tard, il décroche enfin ses vacances et balance Meakashi Polikishi, un mini-flic comique à l'époque Edo. Et c'est déjà un succès retentissant. Il enchaîne avec Yodamon, un gamin et son petit dragon trop mignon. Puis il passe chez Kodansha et commence à placer son humour, disons, très particulier, un peu noir et un peu trop osé pour l'époque. Et quand je dis un humour très particulier, c'est pas des blagues. Les éditeurs traditionnels s'offusquent du sexe, de la violence. Mais c'est totalement interdit. C'est quoi cet humour de dégénéré ? Et Go est du genre à leur répondre ben c'est le mien. Et il continue à balancer des parodies de Golgo 13 et à créer des histoires toutes plus absurdes et controversées pour les standards de ses éditeurs. Fin des années 60, pendant que Sergio Leone joue au cow-boy dans le film Il était une fois dans l'Ouest, Go Nagai se dit « Et si je faisais la même chose, mais dans un lycée japonais ?» Et il balance Arenshi Gakuen, qui veut littéralement dire « l'école impudique », dans le tout nouveau Shonen Jump de 1969. Et je vous laisse deviner comment il a eu l'idée du titre. Allez, je vous le donne. Une affiche de film X qui traîne dans la rue. C'est classe, hein ? Résultat, on a des profs en string, des élèves qui se battent à coups de jupe et qui volent en éclats. 80% des lecteurs adorent. Et pour les 20% restants, c'est la PTA, la Parental and Teacher Association, qui hurle au scandale et menace de brûler les mangas sur la place publique. Erenchi Gakuen est un paradoxe absolu. Les gamins adorent, les ventes explosent et les adultes veulent censurer Go Nagai. C'est limite une chasse à la sorcière contre lui. Et ce dernier, il le prend plutôt bien. Il est juste content d'avoir enfin un éditeur qui accepte ses délires. La Shueisha, de son côté, ravie du succès de Arenchi Gakuen, commence et oblige Go Nagai à toujours faire la même chose. Un nouveau genre littéraire venait de naître. Le Eichi. Je vous vois derrière votre écran, les amoureux de fanservice là en tout genre, hein. On dit merci qui ? On dit merci qui ?
On dit merci Go Nagai. Mais Go Nagai n'est pas le genre de personne à se contenter de faire 50 copies dérivées et s'exécuter sur demande. Et ouais, c'est le retour de notre bonne tête de mule bien bornée. Maintenant que Go Nagai s'est fait un nom dans le milieu, il ne veut plus recevoir d'ordre et il décide en avril 1969 de fonder son propre studio, Dynamic Planning. Le nom fait hommage à Dynamic 3, un manga de Shotaro Ishinomori, qu'il affectionne car il était son mentor. Traduction ? Maintenant, c'est moi le patron. Et si vous voulez du cul et de la violence, vous allez être servi. Il sort son premier projet, Abashiri Ika, une famille de criminels complètement barrés avec une héroïne féminine. Oui, une madame. Dans un shonen en 1970. Autant vous dire que le Shonen Jump, son éditeur, a failli faire une syncope. En 1971, il se lance dans de la SF pure et dure avec Oni 2889 Nen no Enra, les démons opprimés qui se révoltent contre des humains. Il chopera une fièvre de cheval à cause du surmenage, il prendra du retard sur ses séries. Pour la première fois de sa vie, il se dit « Bon, ok, peut-être que je dessine des histoires sombres, mais c'est un peu comme ouvrir une porte des enfers. » Il finit quand même son manga. Et c'est un carton total. Et tout le monde le regarde enfin comme un vrai auteur de science-fiction et plus comme un auteur de ecchi un peu foufou. Ensuite, il enchaîne direct avec Mao Dante, connu en Europe sous le nom de Dante Demon Lord, inspiré de la Divine Comédie qu'il n'a jamais lu jusqu'au bout. Mais chut. C'est le début d'une nouvelle polémique pour lui, car il critique et tourne en dérision la religion, ce qui va devenir au fil du temps une de ses marques de fabrique. L'histoire de Ryo Utsuki, un jeune étudiant qui va éveiller en lui sa nature de roi démon et soulever une armée des enfers contre Dieu lui-même. Il abandonnera sa série en plein milieu parce qu'il a eu une idée encore plus dark et se déroulant dans le même univers. Ouais, on va parler du GOAT, Devilman. L'histoire parle d'un lycéen nommé Akira, timide et sensible, qui va alors fusionner avec un démon et vivre une longue descente aux enfers pour sauver l'humanité. Et ça finit en véritable apocalypse biblique. Oui, je sais, le speech de départ est très similaire à Mao Dante, mais c'est normal. Comme dit plus tôt dans la vidéo, Devilman est à la base un spin-off de cette série, mais il deviendra encore plus populaire et apprécié que son format d'origine. Et bien que Mao Dante ait été abandonné et en pause le temps de la production de Devilman, il aura tout de même droit à sa conclusion plus tard. L'œuvre Devilman devient alors le plus gros succès que Go Nagai ait connu à cette époque. Cette dernière doit sa réussite au fait qu'elle brise tous les codes et formats de manga habituels. Elle est ultra violente avec des morts brutales, avec de la nudité et même des scènes d'agression S. Sans parler du fait qu'elle dénigre et elle tourne en dérision la religion. À ce moment-là, c'est une vraie révolution. Devilman connaîtra son premier anime en 1972 et sera réédité fin 1987 jusqu'à 1990 sous le format de 3 OAV. Oh, les OAV, bellissimo. À l'heure d'aujourd'hui, sa version la plus récente est l'adaptation de Netflix Crybaby, sortie en 2018. Et petite anecdote intéressante, il existe même un chapitre spécial où Devilman et Mao Dante se rencontrent. Et ça fait la parallèle et le pont entre les deux séries. Cela donnera naissance même à une trilogie quelques années plus tard avec l'arrivée de Devil Lady en 1998. À chaque page de Devilman terminée, Go s'effondre sur la table, vidé, épuisé, souvent accompagné de fièvre, comme s'il venait de traverser l'enfer de Dante. Cette fois, il a vraiment terminé de lire la Divine Comédie. Il dira plus tard de lui-même « C'était pas de tout repos les démons. J'avais l'impression de pousser une porte, une autre dimension comme si j'étais mort. » Et d'après certaines rumeurs, la conclusion de Devilman que nous connaissons est arrivée car Go Nagai était énervé par ses éditeurs. Il avait
Un cumul de retard, sa fatigue était constante, une surcharge de travail qu'il avait du mal à gérer et en plus il tombait souvent malade. Cela l'aurait poussé à se défouler de manière violente sur ses personnages histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Oui, parfois, le génie rime avec la folie. Durant la production de Devilman, la PTA va chercher par tous les moyens, encore une fois, à censurer Go Nagai. Mais lui, il s'en fout royalement. En 1972, Go Nagai devient le mangaka le plus bankable du Japon. Objectif accompli, il devient le numéro 1 du pays. Et son succès ne va faire que commencer car 1972 est l'année d'or. Alors qu'il vient tout juste de terminer Devilman, un jour, en se rendant au travail, il fut coincé dans un embouteillage. Il observe les voitures et là, POW! L'idée du siècle! Il imagine un robot géant piloté depuis l'intérieur qui combat des extraterrestres. Une vraie révolution totale pour le genre mecha. Mazinger Z venait de naître et la Toei Animation valide le projet directement sans opposition. Elle contacte même Bandai pour prévoir une immense série de produits dérivés. Pour vous dire, l'anime sort même avant le premier tome du manga. Et c'est de suite un succès phénoménal qui va frapper une génération entière d'enfants qui vont hurler dans les cours « Rocket Punch !» Bref, le Japon est conquis. Et là, ça doit commencer à faire écho aux plus vieux d'entre vous qui regardent cette vidéo. Car une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième série inspirée du même univers qui va devenir légendaire dans le monde. Pendant que Mazinger Z écrase tel un mastodonte la sphère manga, tous les projets que va enchaîner Go Nagai vont rencontrer le succès un à un. Il nous balance Violence Jack, un monde post-apocalyptique façon Mad Max, où le héros est un géant sadique armé d'un couteau qui protège les faibles enfants et les femmes de l'anarchie et de la sauvagerie des hommes. Et là encore, les éditeurs du Shonen Jump frôlent la tachycardie. C'est extrêmement violent, explicite, avec des scènes d'agression et bien sûr, comme à son habitude, la PTA lui tombe dessus. Mais Go, il s'en moque. Résultat, 7000 pages de barbarie sublime et sauvage. Toujours dans l'euphorie du succès, la même année, il sort Cutie Oni. Oh, la douce chérie miel, ce petit nom doit vous bourdonner dans les oreilles. La toute première héroïne sexy qui se transforme telle une Magica Girl, mais plus en version érotique. Autant vous dire que là encore, la PTA lui est tombée dessus. La PTA et Go Nagai, c'est une véritable histoire d'amour, hein. Cutie Oni est une lycéenne de 16 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, si on oublie quelques détails et une frange impeccable, mais je laisse Onizuka vous expliquer. Vous avez vu la bombasse? À 16 ans, elle a déjà 2 obus de la Wehrmacht et un cul à rentrer les bananes. Elle apprend le jour de l'enterrement de son papa que, surprise, elle n'est pas une humaine. C'est une véritable androïde de luxe ultime. Modèle fabriqué pendant 15 ans dans le garage du docteur Kisagari. Un génie fou qui passait ses nuits entre soudure et magazines de mode. Son super pouvoir, elle peut se transformer en tout ce qu'elle le veut. Pilote de Formule 1 en combinaison moulante, mannequin qui fait la couverture de Vogue en claquant des doigts, hôtesse de l'air ultra sexy, journaliste intrépide, bref, elle est le fantasme ambulant de tous les otakus de la planète. Mais voilà, l'organisation Pantera, dirigée par la terrifiante panthère Zora, une dominatrice en cuir noir qui miaule plus qu'elle ne parle, et son bras droit Drastica, une folle dingue bodybuildée qui porte des talons de 15 cm même pour faire exploser des buildings, a assassiné son père Kisagari. Leur but? Arracher le catalyseur multiplicateur, le pouvoir ultra puissant planqué dans la poitrine de Chéri Miel. Avec ça, Pantera compte devenir milliardaire et transformer le monde en gigantesque cabaret SM pour vilains.
Chérimiel est bien décidé à venger son père et va donc se lancer dans une guerre totale contre cette armée de méchantes, toutes plus moches, refaites les unes que les autres pour protéger son fabuleux trésor, le catalyseur multiplicateur. Et si vous trouvez le concept de Chérimiel totalement loufoque, déjanté et absurde, alors là mes amis, vous n'êtes pas prêts pour la suite. On va attaquer le chef-d'œuvre de l'absurdité made in Gonagai, le fameux Shonen Jump. Vous savez, le magazine qui a prépublié Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto décide en 1974 de surfer sur le succès de Kamen Rider et voudrait produire un manga dans la même veine. Et pour cela, il décide de passer commande à Gonagai. Ce dernier étant overbooké de travail, refuse le projet. Il a la brillante idée de leur envoyer le croquis d'une héroïne masquée avec des oreilles de lapin, des gants et des bottes rouges. Et puis, rien d'autre. Elle est littéralement à poil. Et en plus, elle fait un rayon magique façon Kamehameha, mais avec son entrejambe. Il s'est dit qu'avec un tel dessin grossier, il se ferait recaler et il aurait la paix pour passer à autre chose car il avait d'autres chats à fouetter. Manque de bol pour lui, le directeur a adoré le concept et c'est comme ça qu'est né Keiko Kamen. Dans un lycée ultra sadique, la Sparta Academy, où les professeurs sont tous en mode cuir, latex, moustache, ils punissent les élèves à coups de fouet, de cordes et d'humiliation en public. Quand soudain apparaît une justicière masquée. Son nom, Keiko Kamen. Son cri de guerre, Kekodetsu. Sa technique ultime, un grand écart facial suivi d'un rayon magique. Oiroke Attack, qui fait exploser la tête des méchants professeurs par surcharge hormonale. Oh, là c'est du 100% pur jus Gonagai. C'est totalement une parodie. Keiko Kamen est l'anti-héroïne parfaite. Elle sauve les élèves en les traumatisant à vie avec sa nudité intégrale. Elle est féministe, mais à la sauce Gonagai. L'héroïne est ultra forte, invincible et elle ridiculise ses profs masculins sadiques en leur sautant à la figure. C'est du jamais vu dans un shonen. Et nous avons l'identité secrète la plus évidente de toute l'histoire du manga. Tout le monde sait qui est Mayumi Takahashi, l'élève timide et mignonne, sauf les méchants qui sont vraiment trop bêtes. Oui, c'est du niveau de Clark Kent qui enlève juste ses lunettes, mais en 100 fois plus drôle. Et une fois n'est pas coutume, la PTA veut absolument interdire et censurer l'œuvre de Gonagai. Mais le Shonen Jump arrive à contourner toutes les restrictions, hein. Les ombres cachent toutes les parties intimes de l'héroïne. Et du coup, comme à son habitude, Gonagai en rigole car les ventes explosent. La série a été adaptée en OAV dans les années 90 et c'est encore plus what the fuck que le manga. Elle est tellement populaire que même 35 ans après, Keiko Kamen reste toujours une idole au Japon. Elle a été adaptée en plusieurs dérivés de live action et continue à avoir de temps en temps des séries spin-off. Je vais même vous donner une anecdote qui va vous scotcher. Il existe une version live espagnole qui a été produite en 2008 avec Penélope Cruz. Ah, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller chercher Keiko Kamen sur Google, vous allez être choqués. Et nous arrivons enfin à l'année 1975. Bandai commandera une suite à Mazinger Z à Gonagai dans l'optique d'étendre sa gamme de jouets autour de la franchise. Et c'est de là que démarre la production de la série qui va chambouler le monde occidental et faire de Gonagai une véritable légende. UFO Robot Grindizer, que nous connaissons tous sous le nom de Goldorak, une histoire de science-fiction remplie de batailles intergalactiques. L'histoire nous plonge au milieu d'un empire extraterrestre belliqueux, Vega et son seigneur portant le même nom, qui décide d'asservir et de ravager la lointaine planète avancée et pacifique d'Euphor. Le prince d'Euphor, Actarus, a toutefois pu s'échapper du massacre en leur soustrayant la machine de combat Goldorak. Pouvant voyager à travers l'espace, Actarus trouve refuge sur Terre 2 ans avant le début de l'intrigue. Il est alors découvert, soigné, adopté par un scientifique humaniste, le professeur
Procyon. Il est le directeur d'un centre de recherche spatiale localisé au pied du mont Yatsugatake. Ce dernier l'adopte comme son propre fils et dissimule Goldorak dans une base souterraine située sous le centre. Actarus mène alors une vie de terrien ordinaire et travaille comme garçon d'écurie au ranch. Lorsque l'Empire Vega tourne sa soif de conquête vers la Terre, ils établissent une base dans ce but, face cachée de la Lune. Actarus, bien que très réticent à reprendre les commandes de son engin de mort, le Goldorak, s'oppose bien vite à leur plan en combattant pour sauver la Terre. Et ce qui va propulser Goldorak comme une icône culturelle provient d'une opportunité économique. À la fin des années 70, les chaînes européennes cherchent à renouveler leur programme de jeunesse avec des séries longues qui comportent beaucoup d'épisodes dans un format déjà produit. Si possible avec des coûts d'achat bien inférieurs à ceux des séries américaines. Et il se trouve que le Japon peut leur offrir ceci. Et de là, se lance un partenariat commercial. Et pour nous en France, tout a commencé un mercredi de juillet 1978, quand Dorothée a lâché la bombe atomique culturelle. Un robot géant avec des cornes piloté par un prince venu des étoiles qui débarque direct sur Antenne 2. Les enfants adorent et la Fulguro.mania mania vient de naître. C'est un succès immédiat, un effet de mode retentissant. Les cours de récré se transforment en champ de bataille intergalactique. Les gosses crient « Goldorak, go! Goldorak, go !» Devant une telle euphorie, les chaînes de télé se disent « Attends, les gamins ils adorent ça !» Vite, importons un maximum de produits qui viennent du Japon. Et c'est comme ça que débarquent Candy, Capitaine Flamme, Albator, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Olive et Tom, Sailor Moon. Ça y est, la machine est en route et la grande vague japonaise est lancée. Nous sommes en pleine émergence d'une nouvelle culture. La Japanimation. Et le plus drôle, c'est que Go Nagai n'avait absolument pas prévu cela. Il voulait juste faire un robot piloté de l'intérieur pour que les enfants japonais se sentent surpuissants. Il a offert le même super pouvoir aux enfants européens, sans se douter qu'un jour, des millions de gamins dans le monde hurleraient « Fulguro point !» pensant sérieusement qu'ils pouvaient battre l'empereur Vega. Et c'est exactement comme ça que le manga et l'anime a conquis l'Occident. Et tout comme au Japon, les œuvres de Go Nagai vont susciter en Europe des polémiques de censure. Nous en France, on va être touchés par Famille de France et le fameux ras-le-bol des bébés zappeurs de Ségolène Royal. Mais nous nous pencherons sur cette histoire dans une autre vidéo, sinon ça risque de faire vraiment trop long. Juste après le succès de Goldorak, Go Nagai décide de retourner à un format qu'il affectionne tant, les démons et la controverse religieuse. Et en 1976, il lance Shutendoji, l'histoire de Jiro, le fils adoptif d'un couple japonais qui découvre à l'âge de 15 ans sa véritable nature. Il est un Oni, un démon du folklore japonais. Une secte obscure menée par le grand prêtre Yonen Manjari cherche à l'éliminer. C'est à ce moment que Jiro découvre qu'il n'est pas n'importe quel Oni, mais la réincarnation du puissant Shutendoji. Une réalité qu'il n'est cependant pas prêt à accepter. Alors que le conflit avec les membres de la secte et les démons Oni se poursuit à travers l'espace-temps, notre protagoniste découvre peu à peu que leur existence même provient de l'esprit dérangé de sa mère adoptive. Et en 1979, Go Nagai remet le couvercle avec Susanoo. Oh, je suis sûr que ce nom doit parler à tous les fans de Naruto. Alors je vous arrête tout de suite, il n'y a pas que les Uchiwa qui savent faire des Susanoo, à la base c'est une divinité japonaise. Et je vais même être honnête avec vous, Shingo Sasu a quasiment le même design que Sasuke. Bien, revenons-en à notre mouton. L'intrigue se concentre sur Shingo Sasu, un élève de première année de lycée, invité par Sayuri, la fille dont il est amoureux depuis le collège, à rejoindre le club de paranormal de son établissement. Au fil de la série, Shingo commence à développer des pouvoirs surnaturels que le prodige Rei Urui tente de réveiller afin de libérer le géant Susanoo et ainsi détruire l'humanité et instaurer un nouvel ordre mondial. Et comme à chaque fois que Go Nagai touche au démon, à croire que c'est une malédiction, il tombe malade et en plus son manga est un véritable succès. Et depuis la fin des années 80 et les débuts 90, Go décide de lever le pied. Il a quand même 80 ans aujourd'hui passé, hein. Il sort encore des trucs de temps en temps, mais surtout il regarde les jeunes reprendre ses idées.
Héroïne forte, robot piloté, violence graphique, démons tourmentés, tout ce qu'il a inventé. Une belle revanche sur l'époque où les éditeurs lui disaient « Non mais tu es un simple fou ». Aujourd'hui, Go Nagai est l'un des mangaka les plus distingués pour la contribution qu'il a apportée à la Japanimation. Le début de ses reconnaissances se sont faits en 1977 avec Susanoo O, où il remportera le prix du meilleur scénario Shogakukan ainsi que le prix culturel Tezuka. En 1999, il devient le président de la Science Fiction and Writing of Japan, un club ultra fermé d'auteurs de science-fiction au Japon. Et c'est seulement le deuxième mangaka après Osamu Tezuka à y être rentré. En 2009, il recevra la médaille au ruban pourpre, l'une des plus hautes distinctions civiles japonaises pour sa contribution à la culture et aux arts. En 2013, il reçoit le prix spécial du jury du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et 2018, il devient chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France. Et en 2021, il est intronisé au Will Eisner Comics Award Hall of Fame, l'équivalent américain du Panthéon de la BD. Il entre aux côtés de légendes comme Jack Kirby, Stan Lee ou encore Bob Kane. Et voilà mes chers otaku, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner de la force en balançant un fulgure pouce, à t'abonner, à commenter, et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord. Et on se dit à une prochaine vidéo, beaucoup plus girly, et on abordera la reine des mangas. Sur ce, ciao ciao!